Déjà, merci pour votre invitation. C'est clair que on avait prévu avec Frédéric Martorello, avec lequel je devais intervenir, de faire un genre de ping-pong. Donc là, je vais prendre la balle au banc. Je tenais juste à le saluer parce qu'il est souffrant et je lui souhaite un prompt rétablissement. Un très grand ami de l'Algérie, au passage. Il est un très très grand humaniste et une sommité dans son domaine. Il est architecte, il est en charge de la restauration de la charpente de Notre-Dame. Actuellement, oui. Donc je disais, la réflexion en soi de la relation entre l'Algérie, la nation et le patrimoine, était partie d'un sujet qu'on a traité aujourd'hui, c'est le Hirak. Tous les slogans du Hirak, parce que le Hirak a été une expression du génie culturel intrinsèque à la nation algérienne, où pendant un laps de temps, on n'a pas vu de différence entre les gens. Tout le monde était là parce qu'il était algérien. Tout le monde faisait ressortir son algérianité et on était fiers, de temps en temps en exacerbant certains aspects par rapport à d'autres, mais tout s'était estompé. Par contre, en termes de production culturelle, tout s'arrêtait à un laps de temps très précis. On s'identifiait tous à la période révolutionnaire. On n'avait pas d'ancrage plus ancien que la Révolution. Et c'est là qu'on a vu l'enjeu du patrimoine. C'est-à-dire qu'on a fait, pendant les 60 ans d'indépendance, il y a eu une abstraction de tout ce qui était antérieur à la période donc de la colonisation, pour identifier et définir la nationalité algérienne. Donc, l'État algérien s'est invité dans le débat de la campagne électorale française, où des candidats avaient parlé d'un État issu de la volonté française, c'est-à-dire que l'Algérie aurait été le résultat d'un acte politique, d'un décret royal qui identifiait l'Algérie comme étant une province algérienne juste après sa colonisation. Or, on est dans un territoire qui est séculaire, où peut-être que l'État est jeune, mais la nation, elle, est ancrée dans ce territoire. Et quels que soient les débats de clochers, les querelles de clochers et d'église entre les historiens, les mathématiciens, les prismes avec lesquels on regarde cet objet historique, le patrimoine lui-même est le meilleur des ouvrages et lui ne ment pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une couleur politique, mais l'édifice, l'objet, même le manuscrit, non pas à travers les caractères qui sont écrits dessus, mais à travers son histoire lui-même, comment est-ce qu'il nous est parvenu, fait partie de ce roman historique de la nation. La France a été confrontée à cette situation au moment de la Troisième République, où ils ont décidé de couper court à la royauté. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'écrire un roman national. Ils sont partis chercher un personnage plus loin que la royauté. Donc ils sont partis plus loin que Charlemagne. Après ils sont tombés dans la période romaine. Il fallait chercher encore plus loin. Donc on est parti chercher Vercingétorix. Or que Vercingétorix, ce n'est pas un roi. C'est le chef d'une tribu. On en a fait un symbole autour duquel on a construit la nation gallo-romaine. Or que les Gaules n'étaient pas un seul peuple, c'était des peuples, mais on a créé une unité. Exactement. Mais le souci qui se pose pour le parallèle avec l'Algérie, c'est que nous, on a été incapables d'aller chercher aussi loin. On s'est arrêté à 1962 pour commencer notre histoire. Donc on a fait une aliénation de tout ce que nous sommes, et on a essayé de s'identifier par rapport à ce que nous ne sommes pas. Alors nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas turcs, nous ne sommes pas arabes, nous ne sommes pas que musulmans, et nous sommes quoi? Nous sommes incapables de le faire aujourd'hui, c'est de l'identifier, parce que toute l'histoire et le patrimoine sont restés d'une certaine manière prisonniers du fait politique. C'est un levier politique extrêmement important, le patrimoine. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, des pays jeunes qui n'ont pas d'histoire séculaire comme à l'Algérie, ils sont en train de créer une histoire. Vous partez en Arabie Saoudite, pour aller au-delà de l'aspect religieux, il y a des budgets faramineux qui sont investis dans toute la partie nabatéenne et non plus quraishite. Donc l'oasis d'Al-Ula, qui est au nord, est en train de recevoir tous les scientifiques du monde pour essayer de trouver quelque chose et d'en faire une histoire et de faire un rayonnement. Même chose
du côté des Émirats, même chose du côté de Singapour. Tous ces pays essaient d'écrire une histoire qu'ils n'ont pas, en mettant des projecteurs sur une production, même si elle est récente, et en faire tout un livre. Et le roman national algérien, lui, n'existe pas encore. Il commence à partir de 1954, où de temps en temps, jusqu'en 1830, donc on a fait de l'Émir Abdelkader le porte-flambeau, le personnage de l'identité algérienne. On en a fait le créateur de la nation algérienne. On peut en discuter très facilement. Le problème, c'est que l'utilisation qu'on en a faite le dessert en premier. Du coup, on prête le flanc à des critiques parce qu'on le met en avant juste par rapport à une volonté politicienne. Non pas politique. Ça veut dire qu'on n'en arrive même pas à la volonté politique d'instaurer un mécanisme de vulgarisation, non, juste politicienne pour se gargariser, gagner un fait politique, gagner un laps de temps et avoir une orientation par rapport à des pays, à des appartenances régionalistes ou religieuses. Donc, quand on revient à l'histoire de l'Algérie, elle est vraiment ancestrale. Quand on voit les trouvailles d'Aïm Boucharet, qui font remonter la présence humaine à des millions d'années, on n'exagère pas en parlant de millions d'années. Quand on parle de tout ce qui est donc production de la culture attérienne, les Ibéro-Maurusiens, combien de pays peuvent se vanter aujourd'hui d'avoir des indexations par rapport à l'activité humanoïde autant que l'Algérie. C'est-à-dire que vous avez les Attériens, c'est Berlater. Les Ibéro-Maurusiens, ça revoit systématiquement donc à l'Afrique du Nord, dans ses frontières actuelles, où il y a le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, la Libye, malgré tous les conflits qu'il y a avec les voisins, qui peuvent être justifiés par moment, mais qui peuvent aussi être juste une parenthèse, parce que ce n'est pas la première fois qu'on s'engueule avec nos voisins. D'ailleurs, la solution avec ce genre de situation peut trouver aussi sa solution dans l'histoire. Il suffit réellement que les historiens se penchent dessus et qu'on aborde finalement le patrimoine par un volet, par une prisme scientifique, clair, d'un point de vue formation, d'un point de vue intersectorialité. Si on se posait la question par rapport à la... Je ne vais pas vous faire le récit de tout le patrimoine algérien, parce qu'on peut y aller, les Ibéro-Mauriciens, le Tassili, on en arrive à la période antique, l'université de Mdaourouch, Saint-Augustin, à Foulaï, à Pulet de Mador, le royaume d'Altava, personne n'en parle. On n'en parle pas beaucoup. On a des pyramides, donc l'Jdar, à côté de Medroussa, du côté de Tiaret, au 5e siècle. Mais comme c'est après les Romains, mais avant les Arabes, on ne sait pas se poser. On n'est pas romain, on n'est pas arabe, on est quoi? On n'est pas. Alors aujourd'hui, l'État algérien vient de frapper une pièce, aujourd'hui, le 60e anniversaire, de 200 dinars, où il met l'année amazigh, 2972, et l'année musulmane. Donc il va dans le sens de la reconnaissance du patrimoine. Oui, pour aller plus loin, le billet de 2000 dinars, parce qu'il y a, je pense, la volonté politique et son inscription dans la réalité vraie. Il y a le billet de 2000 dinars porte le dessin du Madrasan. Il faut savoir que le Madrasan aujourd'hui est le monument le plus important à mes yeux de l'histoire de l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est un monument au vrai sens du terme. C'est le premier bâtiment issu d'une commande, c'est-à-dire par un maître d'ouvrage, passer commande à un maître d'œuvre pour lui construire un tombeau dont les spécificités techniques sont extrêmement complexes. Pour avoir travaillé dessus, je fais partie du comité scientifique en charge d'un programme qui s'appelle le Prétier, pour la restauration et l'exécution des travaux de restauration sur ce monument. Il y a une structure à l'intérieur, il y a un savoir-faire pour la construction d'un monument qui fait 60 mètres de diamètre, avec 25 gradins. Il n'y a pas 1 centimètre de décalage entre les gradins par rapport à l'axe. Je mets au défi aujourd'hui les entreprises algériennes, c'est pas leur manquer de respect, mais c'est juste les mettre devant le fait accompli. Je les mets au défi de reconstruire ce monument et avec les moyens modernes. Je ne parle même pas des moyens rudimentaires du 3e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque du Madrasan, au même moment, il y avait Alexandre le Grand pour les Macédoniens. Il y avait Darius chez les Perses.
tous ces personnages sont restés dans leurs romans nationaux. C'est des éléments clés, chevilles de l'écriture de l'histoire. Nous, on ne sait même pas qui est enterré dans le Médrassen. On a juste le tombeau. Ce n'est pas un épitaphe parce qu'il y a une chambre funéraire au centre, au milieu. Il y a eu tout un travail qui a été fait. On n'est pas capable aujourd'hui d'écrire notre propre histoire. Donc le fait de mettre la date enfin, prendre le calendrier berbère, c'est une volonté politique. Déjà, la volonté politique de s'indexer à Chechnak peut être discutable aussi. C'est absolument discutable. Peut-être discutable, exactement. Mais elle a le mérite d'avoir ramené le sujet sur la table. Absolument. Aujourd'hui, on fait la même chose pour un autre monument. On le met sur un billet de 2000 dinars. Personne ne sait ce que c'est. Personne ne connaît la différence entre Médrassen et le tombeau de la chrétienne, ou le tombeau royal de Mauritanie, qui est à Tipaza, qui est de même forme, mais donc la distribution à l'intérieur est complètement différente. Et surtout, il y a 5 siècles entre les deux. 500 ans. En 500 ans, on en a refait le même, mais pas complètement identique. On n'a pas su tenir les canons de la beauté qu'il y avait dans le Médrassen. Actuellement, il y a une autoroute qui doit passer à travers la nécropole des Médrassen. Et elle a été arrêtée grâce à la mobilisation citoyenne et des institutions qui travaillent dans le domaine de la culture. Tout ça c'est des éléments qui se passent pendant qu'à côté, on est en train de faire du folklore. Le patrimoine n'est pas un folklore. Le rôle du patrimoine est extrêmement important. On s'est attaché à la période de la Révolution parce qu'on en avait besoin, parce qu'il fallait donner une légitimité à un moment à des gens particuliers. Parce que les 60 ans sont ridicules par rapport à la plurimillénarité de la nation algérienne et de ce que nous sommes. Et le fait d'en faire abstraction, on devient faible par rapport aux autres. Le voisin de l'Ouest, donc le Maroc, lui, se gargarise d'avoir 2 dates d'existence, celle des Idrissides et celle des Almohades. Et nous, on est beaucoup plus anciens que ça. Le problème, c'est que on est là, on est les enfants de la France, on est mariés à la France, on dépend d'un acte français. Il suffit d'avoir une petite introspection vis-à-vis de nous-mêmes et regarder ce qui est semé dans les 2 millions de kilomètres carrés, de voir notre histoire, elle est là. Elle ne dépend d'aucun fonds d'archives, même si les archives sont un problème concret et réel. Tout à l'heure, il y avait eu un débat, j'avais demandé à intervenir rapidement. Je vais en profiter parce que j'ai retrouvé. Je m'amuse. Je passe mon temps à fouiller les archives et j'ai récupéré les Senatus Consultes. Donc, les Senatus Consultes qui sont une occupation. J'ai récupéré le fonds du Senatus Consultes qui n'est pas indexé. Donc le problème n'est pas dans les archives en soi, il est dans l'indexation des archives. Quand vous partez à Aix-en-Provence, une partie des archives sont indexées, donc on sait ce qu'il y a dans les cartons, mais une grosse partie des cartons ne sont pas indexés. Donc il y a une mission à faire. Pourquoi ne pas la faire de manière conjointe par rapport aux archives qui concernent les 2 pays, mais d'un autre côté, on a les Senatus Consultes de tout le pays. Je me suis amusé à les retrouver, il y a des noms de tribus qui ont complètement disparu. La répartition des territoires avait été faite sur la base des tribus qui occupaient le territoire. Et non pas par rapport à des limites administratives telles qu'elles sont maintenant. Or aujourd'hui, on se retrouve avec des découpages administratifs qui sont faits hors sol. C'est-à-dire qu'on décide la wilaya un tel, elle passe par là. Donc le gars qui est là, qui n'a jamais eu à aller faire un papier dans une commune, et qui a une autre commune qui est rattachée humainement, familièrement, l'organisation de tout le territoire est tournée vers une zone. On va complètement lobotomiser le territoire et faire en sorte qu'il fonctionne autrement. Il y a un travail qui a été fait par le docteur Ksbadji, qui est présent dans la salle, que je salue, qui s'est penché sur une période médiévale, la période des Zianides. Donc la période médiévale, la période des Zianides, parce que les Zianides ont la spécificité d'avoir occupé ce qui équivaut aujourd'hui à l'Algérie, en termes de frontières Est et Ouest. Et elle a retrouvé toute l'organisation, l'infrastructure vière. Elle était beaucoup plus importante que ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a énormément d'établissements qui ont disparu. Pourquoi est-ce qu'on crée aujourd'hui des villes neuves, des villes nouvelles dans des sites qui sont complètement inaptes à accueillir ces villes? On crée à partir du néant, alors que ce qui existe déjà, il suffit juste de se pencher et de se salir un petit peu
pour redécouvrir. On vous écouterait pendant des Ah, heures je et vais- des je heures vais et des arrêter heures et sur des ça. heures et des... Franchement, c'est un hymne à la paix, votre discours. C'est un hymne contre les frontières, contre l'exclusion. C'est peut-être le plus beau des discours. On vous écouterait pendant des heures. Le Senatus Consulte, dont l'État algérien s'inspire encore aujourd'hui, et quand il fait ses découpages, il le fait de façon délibérée. Il sait ce qu'il fait. Et donc le Senatus Consulte, qui est une des plus belles inventions. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Si vous voulez conclure un petit peu, parce qu'on a déjà pris un peu de retard. Après, il y a Brahim Mansour. Et puis moi, je vous ferai l'économie de mon intervention que vous retrouverez dans l'ouvrage qui fait plusieurs pages. Donc on va quand même vous laisser la parole vers la fin. Donc, mais vraiment, merci pour cette intervention qui est un hymne à la paix. Et moi-même, j'ai fait un papier sur les Premières Nations. Quand vous parlez de ça, c'est qui ont peuplé l'Algérie et qui ont donné au continent africain son nom, Africa. Donc voilà, donc vous avez entièrement raison. On vous laisse conclure, mais c'est même pas une conclusion, mais voilà, allez-y et après on donne la parole à Brahim Mansour. Pas de souci, je voulais juste faire, pour revenir à j'aurais dû commencer par ça, c'est que la définition même du patrimoine, pour faire le parallèle avec la France, la Révolution française a donné le vandalisme, où le terme vandalisme est né à ce moment-là parce qu'on s'est attaqué au monument qui était lié à l'église. Et on a créé, juste après donc, la Révolution française, il y a eu cette politique pour protéger le patrimoine. C'est de là que la notion de patrimoine est née. C'est un petit peu la même chose qui se passe chez nous. Mais il faut savoir que la notion de patrimoine existe chez nous bien avant ça. La politique des waqf et des habous et du bien commun, mettre les biens sous waqf ou sous habous permettait de financer des biens publics et de protéger, de créer un bien commun avec une jouissance privée. Mais le waqf est venu épouser une pratique ancestrale qui existait déjà. Oui. Il est venu se superposer à une pratique amazigh, à une berbère qui existait déjà, Oui. animiste. Exactement. Mais cette notion de bien commun n'est pas connue ailleurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une loi en Algérie qui est la 9804. On peut pas dire, on peut faire toutes les critiques à l'État algérien. Les textes de loi existent. Leur application est complètement biaisée. Mais les textes de loi sont superposés. Enfin, c'est le parallèle au texte de loi français. Or qu'on a tous les outils. On crée des choses, des instruments qui ne peuvent pas être pris en main par la population. Or que la sauvegarde du patrimoine algérien ne peut venir que du peuple, que de la nation, que du citoyen algérien, non pas de toutes les politiques et tous les budgets que vous voulez. Voilà. Merci mille fois. Merci.